Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, merci d'être présents à ce conseil municipal. Je tiens tout d'abord à vous faire part du fait d'avoir reçu le lundi 13 avril 2026 un courrier de M. Serge Andrieux m'informant de sa décision de démissionner du conseil municipal. Donc, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, c'est le candidat suivant sur la liste Ensemble Fiers de Carpentras avec Serge Andrieux qui est appelé à siéger, soit en l'espèce M. José Alazard. Aussi, M. Alazard, je vous souhaite la bienvenue au conseil municipal. Et ce sera un plaisir de vous avoir parmi nous. C'est partagé, c'est parfait. Je vous remercie. Donc, nous allons d'abord procéder à l'appel. Donc, Hervé de Lépinot présent. Pascal Demuru a donné procuration à Hervé de Lépinot puisqu'elle a été appelée en urgence pour une hospitalisation d'office. Monsieur Jean Issartier. Présent. Madame Laurence Bigotte. Présent. Monsieur Pierre Bourdel. Présent. Madame Nathalie Tournier. Présent. Monsieur Bertrand de Lachenay. Présent. Madame Isabelle Évrard. Présent. Monsieur Thierry Desgremont. Présent. Madame Laetitia Collomb. Présent. Monsieur Giad Merouet. Présent. Monsieur Alain Desfossés. Présent. Madame Anne-Sophie Marat. Monsieur Louis-Alain Barthélémy. Présent. Madame Océane Senot. Présent. Madame Bernadette Tombarello. Présent. Monsieur Ludovic Gravier. Présent. Madame Myriam Awadi. Présent. Monsieur Gabriel Hulewitz. Présent. Madame Mélina Dieu donne pouvoir à Madame Marat. Monsieur Antonio Mena Dominguez. Présent. Monsieur Éric Fischer. Madame Patricia Broy donne pouvoir à Madame Tombarello. Monsieur Charles Catilina. Madame Jeanne Ventura donne pouvoir à Madame Awadi. Monsieur Nicolas Grima. Madame Sylvie Senner. Monsieur Alain Prost. Madame Christine Vigneron. Monsieur Francis Adolphe. Madame Françoise Lemaignan. Monsieur Patrick Jaillard. Monsieur Frédéric Olive. Madame Pauline Cittadini. Monsieur Patrick Bottella-Mondet donne pouvoir à Madame Bouillac. Madame Jacqueline Bouillac. Alors, Monsieur Patrick Bottella-Mondet donne pouvoir à Monsieur Alazard. Donc, Madame Jacqueline Bouillac. Monsieur Dorian Servant a donné pouvoir à Monsieur Merouet. Madame Olivia Adolphe Laroubi. Présent. Et Monsieur José Alazard. L'appel ayant été fait, nous procédons à la nomination du secrétaire de séance et je propose que la fonction soit occupée par Monsieur Giad Merouet. Y a-t-il une opposition, une abstention? Je vous remercie. Je vous propose maintenant de prendre acte des procès-verbaux des séances des conseils municipaux des vendredis 27 mars 2026 et vendredi 3 avril 2026. Y a-t-il des observations sur ces procès-verbaux? Je vous remercie. Conformément à la loi, je dois vous faire prendre acte du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein des services communaux au titre de l'année 2024. Oui, c'est 2024. L'article L 2311-1-2 du CGCT prévoit pour les communes de plus de 20 000 habitants la présentation d'un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes au sein de la collectivité. Ce rapport présente également et fait état d'un bilan des actions menées par la collectivité. Donc, état des lieux, on constate que les femmes sont plus représentées dans les emplois de catégorie C par rapport aux hommes, soit 80%, contre 75% avec un taux de féminisation de 58%. Le taux de féminisation dans la collectivité est de 56,9%. Dans la territoriale, il est de 61%. Ce taux ne la préserve pas pour autant des inégalités dans le déroulement de carrière.
Il occulte certaines réalités, comme la présence importante des femmes dans les filières et cadres d'emploi moins rémunérés que les hommes, telles que les filières sanitaires et sociales et animation. Elles sont également faiblement représentées dans les postes à responsabilité. Toutefois, il est à noter qu'à la ville de Carpentras, sur les fonctions de direction, les femmes sont majoritaires, 8 femmes et 7 hommes. La parentalité continue d'affecter davantage les femmes que les hommes. Au sein des services, 72% des agents à temps partiel sont des femmes. On observe également une augmentation des accidents de travail et des maladies professionnelles pour les femmes. Sur 32 accidents, 10 concernent des femmes. Concernant les maladies professionnelles, 100% du personnel concerné est féminin, à savoir les ATSEM et les agents d'entretien et de distribution. Concernant les rémunérations, un écart existe en faveur des hommes, mais l'application du statut répond en partie à cet écart. Échelons différents, anciennetés différentes, grades différents, bénéfices de la NBI ou non, du SFT lié au nombre d'enfants, l'exercice d'heures supplémentaires, avantage du régime indemnitaire antérieur au RIFSEP conservé. Maintenant, bilan des actions menées. Pour rappel, le plan d'action doit tenir compte des mesures fixées par le législateur, à savoir évaluer, prévenir et traiter les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. La ville de Carpentras applique une politique de rémunération conforme à la rémunération statutaire et en lien avec les responsabilités et les missions des postes. Les RIFSEP, régime indemnitaire, est généralisé à l'ensemble des agents de la collectivité. Tous les postes ont été objectivement analysés et classés par groupe de responsabilité. Le critère d'équité de traitement entre les agents a été systématiquement appliqué, même s'il n'est pas possible de gommer tous les aspects de l'histoire individuelle de l'ensemble des agents, sauf à faire exploser le budget consacré à la rémunération du personnel. Garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux cadres d'emploi, grades et emplois. Les femmes accèdent proportionnellement plus aux catégories d'encadrement et d'encadrement intermédiaire. 8 postes sur 15 sur les fonctions de direction et un taux de féminisation de 54% pour la catégorie B. À Carpentras, quelques métiers commencent à avoir dans leurs effectifs des femmes, comme la police municipale et le service nettoiement, et des hommes pour les fonctions d'ATSEM et d'agents d'entretien et de distribution. Favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Le télétravail a été mis en place à titre expérimental à Carpentras en 2020, dans le contexte de la crise sanitaire et dans des conditions exceptionnelles. Après une phase expérimentale, le télétravail a intégré le cadre légal et réglementaire au 1er janvier 2025. Il est porté à 1 jour par semaine pour les postes éligibles. À ce jour, 59 agents bénéficient du télétravail, dont 45 femmes. Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel, ainsi que les agissements sexistes. Une procédure de signalement a été mise en place, saisine de l'instance paritaire, qui est la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, soit par la secrétaire, soit par la présumée victime ou toute autre personne ayant connaissance du harcèlement ou des discriminations. Des actions de sensibilisation et des formations ont été mises en place auprès de la communauté managériale par le biais de formations effectuées par le cabinet Proconsec. Prévenir et détecter la souffrance au travail, le harcèlement, les bases sanitaires et en lien avec les responsabilités et les missions des postes. Le RIFSEP, régime indemnitaire, est généralisé à l'ensemble des agents. Alors là, visiblement, on m'a mis 2 fois la même feuille. Donc, vous voudrez bien me pardonner. Donc, ceci étant exposé, je vous demande d'abord si vous avez des observations à formuler sur ce rapport. Et si vous n'avez pas d'observations, d'en donner acte. Y a-t-il des observations? Eh bien, je vous remercie. Donc, à l'unanimité. Ah, pardon. Désolée, monsieur le maire, j'avais une intervention à faire sur la question de la femme. En effet, on l'a constaté, il y a un écart de salaire entre les femmes et les hommes. Je ne dis pas que sur la précédente mandature, il y a eu des discriminations. Ils ont dû certainement appliquer les règles juridiques.
Mais vous, maintenant que vous êtes maire avec votre équipe, quelle va être concrètement votre action pour les nouvelles embauches? Est-ce que vous allez vérifier que les hommes qui ont à peu près le même poste auront la même rémunération? Quelles vont être concrètement vos actions? Mon action, ce sera de suivre la loi, rien que la loi. Je ne peux pas être plus clair. Il a été rappelé dans ce rapport qu'il existe un certain nombre d'instances de contrôle et d'évaluation, donc nous travaillerons au respect de la réglementation sous le contrôle de ces instances. Je ne peux pas être plus clair. Je vous remercie. Nous allons maintenant aborder le gros morceau de notre conseil municipal, à savoir le débat d'orientation budgétaire pour 2026. Est-ce que vous m'entendez toujours ou pas? Non. Il n'est pas allumé. Et je donne la parole à Pierre Bourdelle. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, Monsieur l'homme. Je vais vous présenter un rapport succinct qui tient compte des circonstances, en ce sens qu'un premier budget et un premier rapport d'orientation budgétaire avaient été présentés sous la précédente mandature, mais que pour des raisons techniques, il n'a pas pu aller en fin de procédure, et cela nous a amené à reprendre en grande partie avec un délai limite qui est celui du 30 avril, ce qui explique qu'aujourd'hui nous allons parler du débat d'orientation budgétaire et que le 30 avril nous parlerons du budget lui-même. Donc le travail que nous avons pu faire dans les 10 derniers jours a survolé les questions et je vais essayer de vous en retracer les éléments essentiels. Bon, on va rapidement parler du contexte national puisque c'est ainsi que le prévoit le texte. Je pense que tout le monde se rend compte des difficultés financières que rencontre notre pays, avec une croissance modérée qui est à l'heure actuelle, d'après la Banque de France, de l'ordre de 1%. Il y a un ralentissement de l'activité économique, il y a une diminution des rentrées fiscales qui génère justement ce déficit et qui peuvent avoir un effet non favorable en ce qui concerne les collectivités, pour ce qui concerne les recettes et également pour les dépenses, puisque on va subir, comme tout le monde, les augmentations, notamment les augmentations de fluides. Les taux d'intérêt, pour l'instant, sont élevés par rapport à ce qu'on a pu connaître, ce qui éventuellement peut poser problème en matière de refinancement de certaines de nos opérations. Les finances locales s'inscrivent dans un cadre globalement contraint, caractérisé par une progression des dépenses de fonctionnement supérieure à celle des recettes, une érosion de l'épargne et un recours accru à l'emprunt pour financer l'investissement. C'est la mécanique habituelle en matière financière qui se caractérise par un écrasement des courbes et un rapprochement des courbes en ce qui concerne les recettes et les dépenses pour ce qui concerne notre municipalité. Le contexte institutionnel est complexe. En 2025, le gouvernement a dû engager sa responsabilité en recourant à l'article 49.3 pour promulguer la loi de finances 2026. Je vous rappelle que c'est la 5e fois que nous avons un budget national qui n'est pas voté. La démocratie peut s'en trouver impactée. Plusieurs dispositions peuvent impacter directement les spécificités territoriales, notamment une stabilité de la dotation globale de fonctionnement, tout en s'inscrivant dans un contexte global de contraction des concours financiers de l'État. Les aides vis-à-vis du fonds vert seront réduites. Je ne parle pas du dépôt puisqu'on n'y est pas municipal. S'agissant de l'impact des mesures sur la commune de Carpentras, les recettes issues des concours financiers de l'État sont en progression en 2026. C'est un peu contradictoire à ce que je viens de vous dire, mais ça tient simplement à une question démographique, puisque nous avons augmenté notre population, car notre population a augmenté, ce qui s'est traduit par une légère augmentation de la DGF. Le montant global de la DGF, donc, c'est un plus de 354 365 €. La diminution des crédits alloués au fonds vert est susceptible d'affecter les projets à venir en réduisant les possibilités d'obtention de subventions sur les dossiers qui seront déposés. C'est une mécanique classique, sachant que les taux de subvention
des projets ont fortement diminué depuis quelques années et qu'il devient difficile de dépasser 25-30% de subventions sur nos projets. Donc, ceci pour vous dresser le tableau général, il faut concilier la mise en œuvre de nos politiques avec une gestion financière prudente en lien à préserver l'équilibre budgétaire et les capacités d'autofinancement. Je voudrais faire une parenthèse pour vous dire que l'essentiel de nos ressources vient des taxes, notamment des taxes sur l'habitat, et que l'habitat se contracte, que nos possibilités dans ce domaine ont été fortement réduites, et que donc il faut s'attendre aussi à moyen terme dans ce domaine à des calculs un peu complexes pour maintenir nos possibilités. Au point de vue communal, sur le plan communal, la définition d'orientation budgétaire pour l'exercice 2026 suppose au préalable l'établissement d'un constat de la situation financière de la collectivité afin d'éclairer les propositions et les arbitrages à venir. À ce stade, cette analyse peut être conduite au regard des résultats des comptes administratifs et des équilibres financiers qui mettent en évidence plusieurs points. Cela veut dire simplement qu'on va pouvoir comparer nos budgets avec le compte administratif. Les comptes administratifs sont la réalité du fonctionnement de la municipalité, puisque ce sont les recettes et les dépenses effectivement constatées. Sur la répartition des dépenses et des recettes entre la COV et la ville, s'agissant des relations financières entre la commune et la communauté d'agglomération Ventoux-Contat-Vénessin, le rapport d'orientation budgétaire présenté en novembre faisait état des flux financiers retracés en dépenses et en recettes entre les deux entités. Il apparaît toutefois opportun à ce stade de compléter cette analyse en apportant un éclairage sur la fiscalité perçue par l'intercommunalité du fait de l'appartenance de la commune de Carpentras. C'est dans le contexte général dont on a parlé récemment. En 2024, la COV a perçu 12 509 024 € au titre du territoire communal, dont notamment 3 544 000 de cotisations foncières des entreprises, 5 591 000 de taxes d'enlèvement des ordures ménagères et 966 113 € de taxes sur les surfaces commerciales. En 2025, ce montant s'est élevé à 12 453 000, traduisant une relative stabilité globale des ressources perçues par l'intercommunalité. Ce qui veut dire simplement que c'est que la part de la fiscalité née à Carpentras qui est affectée à l'intercommunalité par les textes et les attributions de compétences. Ces montants doivent être mis en perspective avec la structure des recettes de fonctionnement de la COV. En effet, sur un produit total de 7 658 000 € de contributions foncières des entreprises, la part issue de Carpentras représente près de la moitié de ces ressources, tandis que s'agissant de la TASCOM, la contribution de la commune s'élève à 936 113 € sur un total de 1 263 000 €, soit une part très très majoritaire. Ainsi, les recettes que la COV tire du territoire de Carpentras représentent environ 50% de ses recettes réelles de fonctionnement, traduisant le poids économique et fiscal structurant de la commune au sein de l'intercommunalité et l'intérêt d'une lecture consolidée des relations financières entre ces deux collectivités. Et je peux vous dire que je m'y emploierai. Entre 2016, nous allons parler des produits et dépenses de gestion courante. Nous allons parler des recettes courantes pour commencer. Entre 2016 et 2025, les dépenses de gestion hors dette ont progressé de 21%, passant de 32 millions à 40 millions, soit 8 636 000 € par an. Les recettes de gestion ont augmenté de 13,7%, passant de 40 millions par an à 46 millions, soit plus 6 37 628 €. Cette dynamique différenciée se traduit par une contraction marquée de l'état entre recettes et dépenses, qui passe de 7 843 000 € en 2016 à 5 244 870 en 2025, soit une diminution significative de 2 594 029 € d'excédent dégagés par an. Excusez-moi. En gros, ça veut dire que les recettes sont en train de se faire écraser par les dépenses, avec une progression qui devient assez inquiétante. La masse salariale pèse sur les dépenses de gestion à hauteur de 58%, ce qui est normal dans un établissement de services comme une mairie. Le coût de la masse salariale pour l'année 2025 s'élève à 23 949 136,90 €. Elle se décompose comme suit.
13 62 000 au titre des traitements indiciaires, 179 784 € au titre de la nouvelle bonification indiciaire, 2 856 493 € au titre du régime indemnitaire et 271 823 € au titre des heures supplémentaires. Au 1er janvier 2025, les effectifs communaux s'élèvent à 610 agents, dont 588 emplois permanents et 22 emplois non permanents. Je vous demande 2 secondes, sinon je n'arriverai pas au bout. Excusez-moi. Au 1er janvier 2025, les effectifs communaux s'élèvent à 610 agents, dont 588 emplois permanents et 22 emplois non permanents. Au sein de la collectivité, le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37h45 par semaine. Les agents disposent de 41 jours de congé annuel et jours de RTT. Sur l'exercice 2025, la répartition des charges de gestion de fonctionnement met en évidence une concentration des dépenses sur quelques postes structurants, avec un poids particulièrement élevé des fluides, 28%, de la culture et d'événementiel, 24%, et de l'entretien du patrimoine voirie, 23%. Ce sont des pourcentages calculés par rapport non pas au budget global, mais par rapport au budget de fonctionnement. Cette structure traduit une forte mobilisation des crédits sur des dépenses identifiées, laissant apparaître des marges d'optimisation potentielles sur certains secteurs, notamment en matière de coûts énergétiques et de dépenses discrétionnaires. Pour ce qui concerne les recettes, la structure des recettes de fonctionnement met en évidence une forte prédominance des recettes fiscales qui représentent la majeure partie des ressources de la collectivité, c'est-à-dire à peu près 61% de nos recettes. Cette situation limite la capacité de pilotage direct de ces recettes, dont l'évolution dépend largement de facteurs exogènes. A l'inverse, les produits et services sur lesquels la collectivité dispose d'une marge d'action ne représentent qu'environ 5% du total des recettes. Dans ce contexte marqué par les incertitudes sur l'évolution des ressources fiscales, la collectivité doit faire preuve de prudence dans la construction de sa trajectoire budgétaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus rien faire, ça veut dire simplement qu'on va être obligé de mesurer beaucoup plus précisément les choses au regard de la diminution prévisionnelle de nos recettes. La dette doit être regardée à l'aune de l'actif de la ville. L'analyse de l'évolution de la dette met en évidence une progression significative de son poids sur la période 2016-2025. L'annuité de la dette intérêt plus capital passe ainsi de 3 862 000 € en 2016 à 5 721 000 € en 2025, soit une hausse de 48,1%, traduisant un accroissement marqué des engagements financiers de la collectivité. Il y a des contreparties qui existent au niveau des investissements, bien sûr. Cette évolution est principalement portée par l'augmentation du remboursement du capital qui progresse de manière continue sur la période, passant de 2 557 829 € à 3 961 071 €, soit plus 54%, tandis que les intérêts, bien que plus fluctuants, enregistrent également une hausse globale, passant de 1 305 054 € à 1 760 457 €, soit plus 34%. À ce titre, je peux vous dire qu'il n'y a quasiment aucun emprunt à risque. L'essentiel des emprunts sont des emprunts à taux fixe ou à des taux fixés sur le taux de la caisse d'épargne. La dette de la ville est répartie comme suit sur les 3 budgets. Le budget principal, 52 122 562 €. Le budget annexe de l'Hôtel-Dieu, 17 921 331 €. Le budget annexe du centre ancien, 16 632 157 €. Le volume de la dette, c'est-à-dire à peu près 83 millions d'euros, doit être mis en perspective avec l'actif de la ville, son patrimoine, qui s'élève à environ à 400 millions d'euros. Ce sont des chiffres qui méritent d'être notés, même si évidemment tout n'est pas disponible en ce qui concerne le patrimoine de la ville. Les orientations budgétaires pour le budget 2028, qui tiennent donc compte de tout ce que je viens de vous infliger, compte tenu des éléments et du détail et délai imparti pour procéder à un nouveau vote du budget principal et au vote des budgets annexes Hôtel-Dieu et Centre Ancien, les orientations budgétaires pour l'exercice 2026 s'inscriront dans une logique de continuité. Sur les recettes, concours, fiscalité, tarifs, subventions,
En section de fonctionnement, à l'exception des ajustements liés aux notifications intervenues postérieurement au vote du précédent budget, il n'y aura pas de modification substantielle par rapport au budget présenté par la présente municipalité, hormis sur un point, la fiscalité de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Oui, vous savez que la collectivité dispose d'un levier d'action sur la fiscalité en pouvant chaque année en modifier les taux. Eh bien, notre majorité a décidé pour 2026 une baisse des taux de fiscalité de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui passera de 41,95% à 41,5%. Vous l'avez compris, si nous voulons nous inscrire dans une ville plus propre, plus belle, plus sûre, il faut qu'elle soit également attractive sur le plan fiscal pour permettre déjà aux propriétaires de rester et de ne pas avoir la tentation de prendre la tangente, comme ça a été le cas ces dernières années, mais faire venir également des investisseurs et de nouveaux habitants à Carpentras. Eh bien, si vous voulez envoyer un signal fort et efficace, vous devez diminuer votre fiscalité foncière. En chiffres, cela représente environ 200 000 € de réduction d'impôts. Concernant les tarifs des services municipaux, notamment en matière scolaire, de restauration et de loyer, sont maintenus à leur niveau actuel. S'agissant des ressources sur lesquelles la collectivité ne dispose pas de levier direct, celles-ci évoluent principalement sous l'effet de paramètres nationaux et démographiques. À ce titre, la dotation globale de fonctionnement, DGF, pour l'exercice 2026 est constatée en hausse par rapport à 2025, plus 354 365 €, évolution notamment liée à la prise en compte de l'augmentation de la population communale. Plus largement, ces concours financiers de l'État demeurent encadrés par des règles nationales limitant la capacité d'action de la collectivité en la matière. Ça veut dire qu'on subit les règles nationales. S'agissant des subventions à percevoir, aucune évolution n'est constatée en section de fonctionnement, dont le volume demeure par ailleurs extrêmement limité. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure, ça fait à peine 5% de nos ressources. Sur les dépenses, du fait des délais imposés pour le vote, l'important est d'assurer la continuité du service public tout en intégrant d'ores et déjà certaines évolutions en dépenses de fonctionnement et d'investissement. Ce choix préfigure la traduction progressive du projet municipal en projet de budget qui fera l'objet d'une décision modificative afin d'aligner pleinement le budget sur les priorités des élus et les attentes des Carpentrassiens. En d'autres mots, ça veut dire que nous aurons un budget modificatif dans le courant de l'année, au mieux en juin, au plus tard en septembre. Leur fonctionnement, une attention particulière est portée aux principaux postes budgétaires. La masse salariale, qui constitue le premier poste des dépenses avec un volume de l'ordre de 24 millions €, fait l'objet d'un ajustement afin de tenir compte des recrutements intervenus récemment. En matière d'effectifs, les orientations prévoient un renforcement ciblé des forces de sécurité, notamment de la police municipale, conformément aux engagements portés lors de la campagne. En dehors de ce secteur prioritaire, aucun recrutement supplémentaire n'est envisagé à ce stade. Par ailleurs, une réflexion sera engagée afin d'identifier les missions pouvant être externalisées ou confiées à des opérateurs ou délégataires. S'agissant des subventions aux associations, aucune réduction de l'enveloppe globale n'est envisagée à ce stade. Une vigilance renforcée sera portée aux dépenses de fluides qui représentent plus de 30% du budget dans un contexte de tension sur les coûts énergétiques. Vous avez constaté une augmentation de plus de 25% du gaz et du pétrole. En effet, en matière de dépenses de fonctionnement, une démarche d'analyse approfondie sera engagée sur certains secteurs dont le poids financier apparaît significatif au regard des équilibres budgétaires de la collectivité et des retombées sur la population carpentrassienne. Sont notamment concernés la piscine de la Bourse du Travail, la piscine d'été de Coubertin, le conservatoire de musique et de danse, la régie agricole, les études surveillées, le club jeune, le point information jeunesse, le secteur événementiel et culturel. Ça ne veut pas dire que ça va disparaître, ça veut dire qu'on va travailler dessus. Plus globalement, une réflexion sera conduite sur l'organisation et le fonctionnement des services afin d'identifier les leviers d'optimisation, de rechercher des économies d'échelle afin de dégager des marges de manœuvre tout en veillant à préserver la qualité du service public rendu aux usages. En d'autres mots, on va faire de la gestion. En investissement,
Le budget initial prévoyait un volume de travaux particulièrement conséquent, dont la mise en œuvre intégrale apparaît aujourd'hui difficilement soutenable sans porter atteinte à l'équilibre financier de la collectivité. Dans ce contexte, il est nécessaire de procéder à une révision du programme d'investissement afin de prioriser les opérations et d'en adapter le calendrier aux capacités financières réelles de la commune, et j'ajouterai aussi aux possibilités matérielles. Depuis de nombreuses années, on a des projets d'investissement qui ne sont jamais atteints, probablement parce qu'on veut trop en faire. Cette démarche concerne notamment des projets structurants tels que l'espace ozone, le gymnase Coubertin, le projet Big Bang. Ces projets feront l'objet d'un réexamen approfondi, tant sur leur périmètre que sur leur phasage. Sur les budgets annexes, pour le budget annexe de l'Hôtel-Dieu et Centre Ancien, les collectivités inscriront au budget 2026 les dépenses engagées par la précédente municipalité dans un souci de continuité des engagements. Toutefois, une analyse approfondie sera conduite afin d'identifier les opérations pouvant être poursuivies prioritairement et celles pouvant être réexaminées, voire interrompues, au regard de leur pertinence et des capacités financières de la collectivité. Avec un coût de fonctionnement annuel d'environ 5 millions d'euros par an, l'Inguin-Mertine constitue un poste de dépenses structurant nécessitant une attention particulière en matière de pilotage budgétaire. En recette, une attention particulière sera portée au développement du mécénat, notamment pour le site de l'Hôtel-Dieu, en mobilisant des entreprises et des particuliers susceptibles de contribuer au financement des actions engagées. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez compris que ce débat d'orientation budgétaire laisse entendre que l'objectif demeure de maintenir une politique d'investissement ambitieuse, tout en veillant à ce qu'elle reste compatible avec les capacités financières de la collectivité. Et à ce titre, je tiens à rappeler que l'encours de la dette, budget principal, budget annexe, s'élève aujourd'hui à près de 84 millions d'euros. Ce qui veut dire que nous sommes sur une trajectoire aujourd'hui de désendettement de la commune, dans l'hypothèse où on ne souscrirait pas de nouveaux emprunts, de près de 14 années. Donc ce point est extrêmement important puisque nous avons l'obligation de respecter nos engagements financiers. Cela veut dire que les marges, la capacité d'autofinancement devra principalement se concrétiser par des économies sur certains postes. Et ces économies procéderont d'un souci de rationalisation, bien évidemment, des services, mais également un contrôle beaucoup plus précis de certains investissements et une attention toute particulière sur le dossier de reconstruction de l'espace ozone. Et je tiens à rappeler qu'il existe actuellement un contentieux puisque le tribunal correctionnel n'a toujours pas purgé la question des intérêts civils. Aujourd'hui, il y a eu une transaction à concurrence de 4 millions d'euros passée par la précédente majorité avec son assureur. Et actuellement, une expertise est en cours pour évaluer la totalité des préjudices rencontrés par la commune. Donc c'est la perte de valeur de l'espace ozone, mais également la perte d'usage. Donc une fois cette somme déterminée, et sous réserve des plafonds de garantie des auteurs de l'incendie, eh bien, nous pouvons espérer récupérer une somme supérieure aux 4 millions d'euros, étant précisé que l'étude qui a été commandée par la précédente majorité fait état d'un projet en concurrence de 14 millions d'euros. Donc bien évidemment, nous allons nous replonger sur ce dossier, comme nous nous replongerons également sur le projet de rénovation du gymnase Coubertin, puisque nous sommes actuellement sur un chiffrage de 9 millions d'euros. Je vous rappelle, un encours de la dette totalisé sur tous les budgets de 84 millions d'euros. Donc vous comprendrez pourquoi nous avons besoin d'un délai pour pouvoir examiner ces gros dossiers et qu'un budget modificatif sera présenté à votre conseil. Donc sur la base de ces observations, y a-t-il des observations à formuler? Donc, monsieur, est-ce que le maintien de l'enveloppe globale signifie que l'ensemble des associations bénéficiant aujourd'hui d'une subvention continueront toutes à en percevoir une, ou bien faut-il
comprend que l'enveloppe resterait identique, mais pourrait faire l'objet de redéploiement avec d'éventuelles variations à la hausse ou à la baisse selon les associations. Décidément. Alors, pour être totalement honnête, Madame Bouillac, je vais examiner demain, avec l'adjoint aux associations, la question des subventions telles qu'elles ressortent du précédent budget. Donc, je ne peux pas être plus clair. Donc, l'idée est quand même de rester sur une enveloppe globale. Mais pour vous donner un petit exemple, il va y avoir le tournoi de football U13, tournoi international, les 5, 6 et 7 juin prochains. Je vous demande d'ailleurs de le noter sur votre tablette. Eh bien, il a été décidé d'une subvention de 5 000 € supplémentaires pour compenser la subvention que la COV devait lui verser, mais qui n'est pas du montant qui était annoncé au départ. Or, le tournoi a besoin de cette subvention également pour avancer. Ça marche, c'est bon. Ça projet, c'est pas mal. Donc, monsieur le maire, monsieur le rapporteur, je vais faire quelques réflexions. Il y aura 3 questions. S'il y en avait 5, mais 2 ont été déjà données. Alors, d'abord, dans mon tableau comparatif, démarré des années 2016, c'est-à-dire, j'ai bien compris que c'était pour noter une décennie 2016-2025, mais sachez que, même si vous n'en parlez pas, il y a eu 2 rapports de la Cour des comptes, et le premier avait été fait le 2 mars 2016, et avait bien dit que, oui, bien sûr, mais on n'en a pas parlé, donc c'est l'occasion d'en parler, avait bien dit que pour jusqu'en 2018, tous les projets étaient réalisables. Et ça, je tiens à le dire. Pourquoi? Parce que tout le monde sait très bien que je préfère l'équipe, et qu'à ce moment-là, il y avait de la trésorerie nette de 21 millions d'euros. C'est d'ailleurs dans la page 20 du rapport suivant du rapport. Je dis ça parce qu'effectivement, monsieur le rapporteur, c'est pas pour aller dans la critique, mais c'est pour vous dire qu'à l'époque, nous avions un fonctionnement très simple. Un tiers de subvention, un tiers d'apport personnel, c'est-à-dire les caisses de la mairie, et bien sûr un tiers d'emprunt. Et ces emprunts ont toujours été dans la moyenne. Ces emprunts, oula, c'est vraiment sidérant. C'est bon là. Ces emprunts, vous savez, c'est très simple. Un emprunt, ça se juge par rapport au ratio d'endettement par rapport au nombre d'habitants. Je m'explique. Nous sommes une ville entre 20 et 50 000 habitants, et le ratio ne doit pas dépasser 6. Alors là, c'est trop 6 ans. On peut parler comme ça si vous m'entendez? Très bien, c'est mieux. Alors, donc, du coup, entre 5 et 6, c'est le rapport d'endettement de 20 à 50 000 personnes, et jusqu'en 2018, il n'a jamais été dépassé. Aujourd'hui, il n'a plus du tout. Vous avez raison, vous l'avez dit. Ça, c'est une chose importante. D'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes, le suivant de 2025, en a bien parlé. Il en va de même pour le ratio de l'encours de la dette annuelle. Vous savez que si on ne dépense plus rien, combien on met de temps pour rembourser l'emprunt? C'est ça le ratio. À cette époque-là, on était toujours entre 5 et 6 années pour tout rembourser. Aujourd'hui, on a plus de 12 ans. Donc, finalement, vous avez raison de regarder les finances précises, mais attention, il ne faut pas oublier. M. Bourdin, il a la question, elle est pour vous, encore une fois sans acrimonie. Lors du conseil municipal du 18 novembre 2025, vous avez déclaré à l'époque que les emprunts sont soutenables et méritent d'être surveillés. Puis au conseil du 16 décembre 2025, vous remerciez la mandature précédente de laisser un cadeau de 7 millions de restes à réaliser. Mais attention, dans les restes à réaliser, il y a les acquis, les non encore encaissés, mais il y a surtout, et malheureusement dans ce cas, les engagés non encore payés et devant être payés. Vous avez tous remarqué qu'aujourd'hui encore, sur l'avenue du Grand-Tout, il y a des travaux. Et c'est ça que vous avez en retard. Ce n'est pas l'encaissement de 7 millions, c'est que vous devrez les payer. C'est ça les restes à réaliser des années précédentes. Et ça, vous ne l'avez pas noté, ce qui renforce l'aspect un petit peu difficile de mener les finances. Maintenant, vous êtes à la manœuvre et vous avez bien analysé tout, puisque je vois que vous êtes assez affairé sur le sujet et qu'il y a différents paramètres. Vous n'avez peut-être pas pris en compte. J'ai 3 questions, puisque M. Delupineau a répondu sur le fait que vous alliez arrêter les emprunts. Est-ce que vous allez faire revenir la Cour des comptes, même si, à l'appui des services, il y a une certaine compétence, et je la reconnais, mais la Cour des comptes donne des prérogatives et des recommandations. Vous avez tenu compte de la recommandation numéro 3 de ne plus emprunter,
mais ils vont peut-être vous donner aussi des pistes. Est-ce que vous allez les faire revenir car c'est gracieux? C'est la première question. Pour l'instant, je pense que nous avons des compétences largement suffisantes dans notre communauté pour commencer à faire le travail nous-mêmes. L'un des inconvénients, je reconnais avec vous les avantages que peut présenter un œil extérieur, mais l'inconvénient, c'est le poids que ça représente sur le fonctionnement des services, alors qu'on ne pourrait pas mener les deux en même temps. Je ne peux pas dire qu'on n'y fera pas appel, mais aujourd'hui, je crois qu'en utilisant les compétences que je me plais d'ailleurs à souligner des services spécialisés, on doit pouvoir déjà définir des pistes qui nous permettront de gérer la mairie comme nous le souhaitons. Je maintiens que ce que j'ai dit auparavant, l'endettement est lourd, mais il n'est pas insupportable. La meilleure preuve, c'est que jusqu'à maintenant, on l'a payé quand même. Hein. Et en contrepartie, il y avait des investissements. Oui, mais entre le pré-rapport et le rapport définitif de la Cour des comptes, il y a eu 660 000 d'emprunts qui ont basculé à plus de 10% le taux d'endettement annuel, ce qui devient catastrophique. N'oubliez pas. Alors, tout à fait d'accord, on parlait des compétences des services, je les ai pratiquées et j'analyse, mais attention à la Cour des comptes, il vaut mieux faire la revenir amiablement que si elle vient à titre punitif. C'est pour ça que je disais ça. Ma deuxième question, c'est, vous voulez revoir le fonctionnement des piscines, de la régie agricole, des études sur du point d'information jeunesse, également du secteur événementiel culturel. Nous resterons vigilants sur ces points, qui est quand même la richesse de Carpentras. Nous voudrions d'ores et déjà vous manifester de ne pas revoir la baisse, c'est peut-être pas votre intention, c'est juste encore une fois une collaboration que je vous propose, de ne pas toucher au soutien de conservatoires, de musique, de danse, etc., qui ne pourrait souffrir d'aucune diminution. Pourquoi? Sauf à remettre en cause la qualité de l'enseignement qui a fait de nombreux artistes à Carpentras et qui ne peut être remis en cause. Nous serons très vigilants sur ce point, M. Bourdin. Oui, mais pour l'instant, je peux vous dire qu'on travaille à budget constant. Notre perspective est celle d'un fondement qui tiendra compte de nos recettes ultérieures. Aujourd'hui, on a des choix à faire. Ceux que vous soulignez ont été des choix antérieurs. Il n'est pas justifié et probable qu'on conserve les mêmes, puisque nous avons été désignés sur des programmes qui ne sont pas identiques aux vôtres. Donc, il y a des choses, je suis d'accord avec vous, qui sont extrêmement importantes, notamment sur le plan culturel. Il n'empêche que ça n'interdit pas de se pencher. Il y a autour de nous des collègues qui vont s'en occuper pour voir la potentialité. Quand on regarde quelque chose, ce n'est pas forcément pour le détruire. On peut l'améliorer aussi. Discuter avec les intervenants, discuter avec les professionnels, voir avec eux ce qu'ils souhaitent, voir avec eux comment on pourrait améliorer les choses. Tout ceci me paraît de bonne politique et c'est un peu ce que j'ai voulu dire tout à l'heure quand j'en ai parlé. Alors, M. Bourdin, je fais une question, mais vous savez, je ne suis pas sur le passé, moi j'ai l'habitude d'avancer. Le passé, j'en ai pas parlé, j'ai simplement dit qu'il y avait eu un travail culturel important et que notamment le conservatoire était à préserver. Mais enfin, sur la dernière chose, vous avez parlé bien sûr de l'espace Sauzon, du gymnase de Libertas, ça veut dire que vous allez revoir à la baisse et peut-être rephaser, monsieur le maire. Oui, monsieur Adolphe, vous qui avez été maire, vous savez qu'à partir du moment où on a des projets qui portent entre 9 et 14 millions d'euros, que le calendrier électoral télescope le calendrier financier de la collectivité. Vous ne pouvez pas arriver le nez en l'air en disant « je vais valider la totalité des engagements qui ont été prévus par la précédente mandature ». Vous êtes obligé en responsabilité d'avoir un regard critique, non pas quant au bien fondé, mais aux options choisies pour arriver à de telles sommes. Donc, comme il a été rappelé, nous ne couperons pas un budget modificatif, mais comprenez bien, au regard de l'encours de la dette, au fait que la Chambre régionale des comptes nous a demandé, au titre des préconisations, de faire attention au concours bancaire dorénavant. Nous sommes obligés d'auditer les projets qui ont abouti à ces financements pour voir si on ne peut pas faire mieux en dépensant un peu moins cher. Je crois que ça procède d'une certaine logique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez évoqué le programme culturel. Et je vais vous donner une information qui, normalement, devrait vous plaire et vous rassurer.
il a été budgété 153 000 € de dépenses d'information pour une rétrospective de l'artiste, d'un artiste père du street art, ce qui est quand même pas rien, Ernest Pignon-Ernest. J'arrive, je regarde les dépenses et quand je vois 153 000 €, je me dis, mazette, c'est quand même pas mince comme dépense. Et j'ai analysé avec mon équipe, ligne par ligne, la dépense. Et je constate, in fine, que des cabinets parisiens donc, sont là pour coordonner l'événement. Donc je me dis, peut-être que l'année prochaine, on trouvera des cabinets un peu moins loin, mais là n'est pas la question. Moi, ce qui m'intéresse dans le dossier, c'est que l'artiste a prévu de faire un leg à Alain Guimbertine d'une partie de ses œuvres. Ben là, je me dis, les 153 000 € de communication, ils ne sont pas perdus. Ils ne sont pas perdus parce que nous allons récupérer un fonds remarquable. Et d'ailleurs, je vous invite à venir voir l'exposition Alain Guimbertine sur le thème « À la manière du Caravage ». Et je rappelle que Ernest Pignon-Ernest est un artiste autodidacte. Donc nous avons, par cette opération de communication, une valorisation patrimoniale qui va aboutir. Ben là, je dis banco parce que c'est l'excellente politique. Et je rappelle que la rétrospective de l'artiste au Palais des Papes, il y a 2 ou 3 ans, a amené pratiquement 750 000 visiteurs. Donc vous parliez de l'attractivité culturelle de la ville, ben là, on marque un point. Eh bien, j'ai tout de suite validé cette option parce qu'elle est intelligente. Par contre, là où on va avoir une petite divergence, parce que si on suit à la lettre, on va dire, la trajectoire de l'équipe précédente, pourquoi se présenter avec un programme, ça ne sert à rien, c'est peut-être le contenu culturel qui, lui, va évoluer. Et vous connaissez le principe, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Alors il y en aura pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, mais on va peut-être analyser davantage qui récupérait le gros du gâteau en termes de programmation artistique, peut-être pour partir vers une plus grande diversification des spectacles, mais je pense que nous travaillerons toujours à enveloppe constante, puisqu'on part du principe que ce qu'on recherche tous autour de ces tables, c'est redynamiser l'attractivité de Carpentras. Eh bien, le vecteur culturel est un vecteur d'attractivité. Mais par ailleurs, et c'est ce qui a été audité, nous avons un patrimoine historique extrêmement important et lourd pour la commune, très lourd pour la commune. Et lui, on ne peut pas le laisser de côté. Or, le premier audit que nous avons pu faire, c'est de constater qu'il existe un relatif abandon de ce patrimoine sur les 15 dernières années. C'est-à-dire là où on aurait dû faire des travaux d'entretien et de maintenance, ces travaux n'ont pas été faits. Donc, moralité, on arrive non plus sur un soin, mais sur une amputation, reconstruction, ça coûte beaucoup plus cher. Et il ne vous échappera pas en tant que contribuables nationaux que l'ADRAC, qui est notre principal partenaire au titre des financements sur les bâtiments historiques, eh bien, a de moins en moins d'argent dans ses caisses. Donc il va falloir être particulièrement accrocheur, astucieux et précis dans les demandes de subventions pour pouvoir assurer la rénovation et l'entretien de ce patrimoine historique qui participe à l'attractivité de notre ville. Alors pour finir, Monsieur le maire, effectivement, la solidarité avec culture du mandat précédent et de celui d'avant, je l'aurai toujours, c'est vraiment en nous. D'ailleurs, puisque vous aimez la culture, Jean Vilar disait « Quand une pièce est trop chère, on en monte une autre ». Donc, on peut très bien aimer la culture et être gestionnaire. C'est ce que j'ai toujours défendu. Et enfin, je voudrais rejoindre Jacqueline Bouillac sur la question aux associations. Effectivement, vous allez vous pencher demain sur les associations, et certainement, nous avons compris qu'à enveloppe constante, vous allez certainement faire des arbitrages. Est-ce que nous serons tenus au courant de ces arbitrages ? Oui, puisque vous recevrez, bien évidemment, pour le 30 avril, les délibérations relatives au budget. Donc, vous aurez forcément les informations relatives aux associations. Et vous avez la commission également. Oui, absolument. Donc chers collègues, allez aux commissions. Comme ça, au moins, vous serez à la source de l'information. Ce que nous, plutôt pas mal. On est assidus sur une commission, on y était. Ça fait 100%. C'est super.
Alors, bonsoir, monsieur le maire. Ça va être compliqué parce que je ne maîtrise pas du tout la part de monsieur Adolphe. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà. Donc, je reprends par rapport à la révision du programme d'investissement. Vous avez parlé de l'espace Ozon et du gymnase Coubertin. Est-ce qu'une décision a d'ores et déjà été prise concernant le projet du Big Bang? Alors oui, il y a eu une décision. On va dire le processus Big Bang ne sera pas reconduit pour l'année prochaine. Par contre, j'annonce que près de 90% des projets issus du Big Bang seront suivis. Je ne peux pas être plus clair. Et là, je prends personne à défaut et je fais appel à votre mémoire pour ceux qui sont présents dans ce conseil depuis un certain nombre d'années. Quand il a été présenté dans les années 2010, la création du Big Bang, j'étais conseiller d'opposition et j'avais dit ça, c'est l'exemple type d'une fausse bonne idée. 2020, pardon. Oui, 2020, pardon. Oui. Partant du principe que nous sommes élus sur la base de programmes et il est tout à fait possible, dans le cadre de comités de quartier, de recueillir des doléances pour qu'il y ait des améliorations en termes d'investissement. Mais la décision, on va dire, d'orientation politique doit rester l'apanage des élus. Donc nous resterons toujours à l'écoute de nos concitoyens parce que les bonnes idées, on n'est pas les seuls à les avoir. Mais le mécanisme Big Bang tel qu'il existe, qui mobilisait quand même entre 600 000 et 700 000 euros de budget, eh bien lui ne sera pas reconduit. Je répète, les dossiers qui ont été validés seront maintenus et accompagnés dans 80-85% des dossiers et nous repartirons sur les années à venir sur la base d'investissements issus de notre programme. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Merci. Donc, nous partons du principe que la discussion est close, donc je vous demande de donner... Ah, pardon, Gabriel. Sur les déclarations de M. Adolphe concernant la CRC, la Chambre régionale des comptes. Je parle sous le contrôle de Mme Leménian qui était présente à la commission hier. Simplement pour préciser, M. Adolphe, que concernant les deux rapports que vous évoquez, 2016-2025, ils sont déjà différents par nature, parce que celui de 2016 a effectivement été une analyse approfondie des finances, là où celui de 2025 a été un peu plus superficiel et a soumis un ensemble de recommandations qui ne vont pas autant en détail qu'en 2016. Et je souhaitais également mettre à votre attention ce que vous avez soulevé concernant 2016 et la ligne de trésorerie à 21 millions, si je ne me trompe pas. Je porte à votre attention que la Chambre régionale des comptes produit un chiffre qui est au 31 décembre de l'année et qui donc n'est pas un suivi sur l'année ni sur l'année d'après, c'est une image à un instant T qui est amenée évidemment à évoluer avec les différentes dépenses. D'où l'intérêt de notre souhait de passer plutôt sur des analyses internes concernant le budget, sans évidemment nous défausser à la Chambre régionale des comptes, parce que régional implique qu'ils ont toute la région à couvrir, alors que nos services municipaux nous permettraient d'avoir une gestion et un suivi rigoureux, et surtout sur l'année, afin d'avoir une évolution constante, une observation rigoureuse, et surtout de pouvoir vous tenir informés. Je vous remercie. On passe à la délibération suivante. Donc c'est une délibération portant création d'un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services en charge de la sécurité publique. Alors nous revenons toujours sur l'idée des programmes. Vous avez vu que les trois listes qui ont fusionné avaient en tête de programme la question de la sécurité et de la prévention. C'est la raison pour laquelle il nous a paru utile de procéder au recrutement d'un directeur général dédié à cette fonction support. Donc je précise qu'il sera placé sous l'autorité du maire et du DGS et sa mission spécifique sera de renforcer notre police municipale dans ses différentes missions, la sécurité publique, la voirie, l'environnement. Donc je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération et à signer tous les actes y afférents. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Délibération portant création d'emplois permanents à temps complet et à temps non complet au sein des services de la commune de Carpentras. Donc il s'agit d'une actualisation.
Donc il est proposé d'actualiser le tableau des emplois et des effectifs de la ville de Carpentras, comme mentionné dans le tableau qui vous a été adressé, d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires au budget de la collectivité au chapitre 012 et m'autoriser ou Madame la Première adjointe à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération et à signer tous les actes y afférents. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Combien d'abstentions? Pardon, on ne les a pas relevées. 5 abstentions. Merci. Donc maintenant, délibération portant abrogation de la délégation du droit de préemption urbain à la communauté d'agglomération Ventoux-Contavenay-Saint, COV, sur le périmètre du site du marché-gare de Carpentras. Par délibération en date du 16 décembre 2025, le Conseil municipal a approuvé la délégation du droit de préemption urbain, DPU, à la communauté d'agglomération Ventoux-Contavenay-Saint sur le site du marché-gare. Or, la commune de Carpentras souhaite maintenir un niveau accru de veille sur l'ensemble de son territoire communal afin d'assurer une maîtrise des mutations en termes de planification territoriale. À cet effet, afin de maintenir la totalité des outils dont dispose aujourd'hui la commune, il est nécessaire de pouvoir notamment conserver son droit de préemption urbain renforcé sur la totalité des zones urbaines et à urbaniser. De plus, en lien avec le périmètre d'ORT, opération de revitalisation du territoire, facilitée par la labellisation Action Cœur de Ville de la commune, la collectivité s'est engagée dans un projet global de territoire destiné notamment à adapter et moderniser un tissu urbain afin d'en améliorer son attractivité. La collectivité souhaite donc retrouver sa compétence en matière de droit de préemption sur le site du marché-gare. Donc c'est la raison pour laquelle il vous est proposé d'abroger la délibération numéro 8 du Conseil municipal du 16 décembre 2025 et de m'autoriser ou un de mes représentants à signer tout document s'y rapportant. Y a-t-il des questions? Je m'en doutais. Alors, oui, c'est un sujet important. Vous avez raison, le développement économique, puisque la ville de Carpentras, au sein de l'intercommunalité, a le plus grande zone économique et le plus grand nombre d'entreprises. Je comprends votre position, d'une certaine manière, parce que c'est effectivement, il sera important au niveau de la COV d'intervenir au niveau des commissions économiques. Il aurait été, bon, les choix ont été faits, le maire de Sarrian a l'air tout à fait... a pris les choses en main pour être le vice-président délégué au développement économique, mais je tiens à vous dire que nous serons vigilants au sein de notre équipe sur le développement économique. Donc, on ne va pas faire de réflexion par rapport à votre choix, que l'on peut comprendre. C'est une façon de peser sur le développement économique, et c'est important, effectivement, mais surtout, ce qui m'inquiète sur le développement économique, c'est que nous avons perdu à Carpentras, vous avez parlé de l'opération Cœur de Ville, et on a perdu la zone de revitalisation du centre-ville. Et ça a une conséquence, et vous la connaissez. La conséquence, c'est qu'on n'est plus en secteur QPV. On est en secteur QPV, quartier prioritaire de la ville, mais ça veut dire que les 4 secteurs QPV de Carpentras, les entreprises qui s'y installent payent maintenant la CFE, la contribution foncière d'entreprise, alors qu'il y a quelques années, ils ne la payaient plus. Donc c'est important, je vous demande, monsieur le maire, de retrouver cet aspect de revitalisation des centres-villes qui a été perdu récemment. C'est très important pour les entrepreneurs. Je vous dois quand même une réponse, cette fois-ci en tant que parlementaire. Donc vous avez vu dans quelles conditions le budget a été voté. Et toutes les opérations dites de requalification, et je pense entre autres à l'ANRU, eh bien aujourd'hui sont dépourvues de crédit formellement. Donc nous savons que nous avons un coup d'arrêt sur les programmes de revitalisation. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il ne vous a pas échappé que la fiscalité des entreprises est perçue par l'intercommunalité. Bon. Il ne vous a pas échappé non plus, monsieur Adolphe, parce que vous êtes un fin observateur et un ancien acteur de la problématique, que les relations entre Carpentras et la COV aujourd'hui sont compliquées, puisque de toute évidence, il a été décidé par 23 maires sur 25 de ne plus intégrer Carpentras à la place qui est la sienne, c'est-à-dire la place de ville-centre, et quelque part porter un sacré coup au principe
de l'œuvre intercommunale. Il ne vous a pas échappé que, très symboliquement, nous avions déposé, le lendemain du premier conseil municipal, et vous y étiez, une gerbe sur la tombe de Maurice Chartier, créateur du district. Et le district, c'était quoi? C'était mutualiser des services dans les intérêts des communes concernées. Bien, aujourd'hui, pour une raison que je ne comprends toujours pas, il y a une fronde de 23 communes contre la ville-centre. Alors, je vais le dire, moi, très simplement et modestement, je peux dire que ce n'est pas une attaque ad hominem en ce qui me concerne, puisque je n'ai jamais été, moi, président de la COV. J'ai été conseiller communautaire quand j'étais à votre place, mais je n'ai jamais participé à la gestion active de cette intercommunalité. Par contre, vous l'avez été vous-même, et Madame Bouillac, qui n'est plus là, et je le regrette, l'a été également. Et j'ai un petit peu le sentiment que les maires dits des petits villages ont été, pour le peu, courroucés, pour ne pas dire plus, par une certaine forme de marginalisation, parce que la ville-centre aurait pris une place prépondérante au-delà de l'esprit communautaire. C'est une interprétation, parce qu'aujourd'hui, je n'ai toujours pas l'explication du fait que Carpentras soit marginalisé dans les conditions que l'on connaît. Alors vous comprenez que dans ce contexte, et je vous rejoins, on doit prendre toutes les garanties foncières possibles pour faire en sorte que le foncier économique qui se trouve principalement à Carpentras, soyons honnêtes, il n'y aura pas installation d'une entreprise d'agroalimentaire à la Roque-Alric, une entreprise avec 450 salariés. Ça n'existe pas, ça. Ça n'est pas vrai. Donc le peu de foncier économique encore réalisable se trouve sur la commune de Carpentras. Et à partir du moment où, comme je le crains au regard des indices que nous connaissons aujourd'hui, Carpentras ne soit plus associé au projet communautaire, eh bien il est normal, dans l'intérêt de la commune, mais également du tissu économique, que ce foncier soit préservé et valorisé dans le cadre de projets industriels structurants. C'est l'objet de cette délibération. Je ne peux pas être plus clair. Alors j'en profite pour ajouter quelque chose. Dans le cas d'une révision parcellaire du plan local d'urbanisme, vous aviez compris que le précédent de 2025 n'a donné que 10 hectares à la ville de Carpentras supplémentaires en zone industrielle et commerciale, zone artisanale. Et là, vous savez que, par exemple, ça n'a pas été le cas à Cavaillon ou Orange qui ont eu le triple. Donc, allez-vous, dans votre rôle aussi de développeur économique, proposer une augmentation des zones économiques à Carpentras? Alors, ce sera possible à partir du moment où on m'associe au développement économique, qui lui est une compétence intercommunale. La porte de la discussion est toujours ouverte. Je vois mal comment nous allons pouvoir nous inscrire sur une augmentation des surfaces à partir du moment où la ville-centre ne sera pas associée au projet de développement. Moi, je le dis très simplement, en aucune manière je ne libérerai du foncier économique comme on fait un chèque en blanc. Oui, mais vous gardez le droit de préemption, donc c'est possible. Le PLU, c'est vous? Le PLU, c'est effectivement moi. C'est important parce que beaucoup d'entreprises veulent s'installer avec les rocades qui sont arrivées, avec tous les moyens de transport, avec la facilité liée à la fibre, ma première usine, ma première entreprise. Ces gens-là demandent, et bien sûr le secteur du bâtiment qui est très important à Carpentras, secteur de l'agroalimentaire, secteur de tout ce qui est parfumerie, filière bio. Et ces gens-là ont des prestataires qui veulent s'inscrire, vous le savez, qui veulent s'installer. Je pense que le rôle, je l'ai connu moi en 2008 lorsque j'étais à l'intercommunalité où je n'avais qu'un petit rôle et j'ai quand même agi au niveau de la mairie. Il y avait cette espèce de ressenti également du monstre de la ville-centre, mais petit à petit, on a fait notre travail sur le développement économique, malgré tout, sans en avoir la compétence, par le foncier. Mais je pense qu'en récupérant le droit de préemption, vous avez compris où se trouve la logique qui est la mienne. Oui, mais augmenter les zones du PLU. Alors, on va les augmenter, mais vous savez qu'on ne peut pas les faire du jour au lendemain, puisque bien sûr. On continue ce débat, mais je crois qu'il est intéressant pour tout le monde. On a une partie encore qui est grevée par de l'activité agricole. Bon. On a fêté la fraise de Carpentras le week-end dernier. Eh bien, nous avons des fraisiculteurs qui occupent actuellement des surfaces sur la zone que vous évoquez. Il va falloir avancer aussi dans le temps, puisque ces exploitations, si elles ne peuvent plus exploiter sur le périmètre que vous avez indiqué, il faut qu'elles puissent exploiter ailleurs.
Or, vous devez savoir qu'il y a un phénomène préoccupant qui commence à s'installer dans le comtat, qui est le suivant: des propriétaires fonciers préfèrent laisser des terres en friche plutôt que de les donner à bail. Donc j'ai été saisi par la présidente du syndicat de la fraise de Carpentras sur cette problématique. Je lui ai donné les références réglementaires et législatives permettant de contourner la difficulté. Mais ça va prendre du temps, puisqu'il va falloir avoir recours au service de la préfecture pour en quelque sorte mettre en demeure les propriétaires fonciers laissant les terres sans maître, afin qu'ils souscrivent pour l'avenir des baux ruraux. Mais le développement économique, c'est également notre agriculture. Donc ce phasage, nous le ferons dans la durée, mais comprenez qu'on le fait de manière beaucoup plus active et beaucoup plus intelligente quand vous êtes associé au projet communautaire. Et c'est la raison pour laquelle il me paraissait parfaitement normal que Carpentras dispose de la délégation développement économique au sein de la COM. Alors, je ne vais pas ralimenter ce débat, simplement pour vous dire, bien évidemment, l'agriculture fait partie du développement économique, mais le PFR, l'établissement public foncier régional, avait repéré bien sûr de nombreuses terres qui n'étaient soit incultes, soit inutilisables pour les rendre en zone artisanale et industrielle. Sachez-le. Et ça, vous allez retrouver certainement dans les dossiers de la mairie. Il ne s'agit pas, simplement pour préciser mon propos, de remplacer une zone d'entreprise à la place de fraises ou d'agriculture, c'est évident. Ceci étant dit, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'ordre du jour étant épuisé, je vous annonce que le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 16 avril 2026, le 30 avril, pardon, excusez-moi, le 30 avril à 18h. Et nous terminons par une question écrite. Madame Cittadini, vous avez la parole. Alors, effectivement, est-ce que vous m'entendez? Il faut gérer les micros. Coller au micro. Je vous avais posé la question par rapport à votre indemnité donc de maire, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que vous ne pouviez pas la toucher, parce que vous gardez celle de député. Donc apparemment, voilà, tant qu'il n'est pas mis fin dans les conditions prévues au 2 de l'article LO 151 à une incompatibilité mentionnée au présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire. Vous aviez rajouté aussi, en conséquence, je ne toucherai pas l'indemnité de maire pendant la durée du recours, bien qu'étant momentanément en situation de cumul. En l'état, ce recours fait réaliser des économies au budget de la commune. Donc, il est précisé que ce recours, donc, c'est celui intenté par M. Richaud à l'encontre de M. Francis Adolphe, si je ne me trompe pas. Sur ce point-là, donc, les questions qu'on voulait poser, c'était est-ce que cette indemnité de fonction de maire non perçue est-elle effectivement réversée ou conservée au budget communal? Cette indemnité fait-elle l'objet d'une inscription budgétaire spécifique? Et à l'issue du recours mettant fin à la situation d'incompatibilité, quel sera le sort de l'indemnité de fonction de maire non perçue pendant cette période? Donnera-t-elle lieu à un versement rétroactif ou restera-t-elle acquise au budget communal? Je vous remercie. Et moi, madame, je vous remercie pour cette excellente question, en sachant que moi, mon vecteur d'information, ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est la loi. Et la loi, vous l'avez rappelé, elle précise que lorsqu'il y a une situation de cumul et que ce cumul dure pour la durée d'un contentieux, première chose, il n'y a pas cumul d'indemnité. Aujourd'hui, je reste défrayé par l'Assemblée nationale. Donc, ce qui veut dire que le budget de la commune ne sera pas amputé du montant de l'indemnité qui pourrait m'être versée comme maire. Donc, que les oreilles soient bien ouvertes, l'Épinot ne touche pas et son indemnité de député et son indemnité de maire. J'espère que les choses sont bien comprises. Et si on veut être encore plus précis, donc les indemnités des élus, quelles qu'elles soient, doivent faire l'objet d'une inscription budgétaire au chapitre 65, précisément à l'article 65-311. Et enfin, à l'issue du recours, il n'y aura aucun versement rétroactif et cette enveloppe demeurera dans le budget communal. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
Oui, Madame Adolphe Laroubi. Alors, normalement, il n'y a pas de réaction dans la salle, mais voilà. Nous sommes habitués maintenant. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Madame Cittadini, puisque vous parlez du recours qui a été intenté à l'encontre de notre équipe. Nous sommes tous Carpentras, Francis Adolphe, parce qu'il faisait ses courses un samedi après-midi avec son sac de courses à Leclerc. L'objet du recours, c'est qu'il faisait ses courses, mais c'est pas ça le plus important. Ce qui nous interpelle, c'est que le recours a été porté par pour le compte de Serge Andrieux, mais par un candidat qui a effectivement laissé tomber au premier tour, donc qui est j'ai un truc, Christian Richaud. Voilà. Donc je voulais le préciser. Donc Monsieur Christian Richaud a porté un recours à l'encontre de Francis Adolphe pour le compte de Serge Andrieux. Je voulais juste apporter cette précision. Et pour que les choses soient parfaitement claires, je crois qu'il y a 30 voix d'écart au second tour entre les deux listes. Et selon, parce que moi je l'ai découvert comme vous, le recours, et après l'avoir lu, si le tribunal administratif retranche un certain nombre de votes considérés comme litigieux, l'écart de voix peut être annulé, voire inversé, ce qui veut dire qu'un groupe d'opposition perdra un conseiller quand un groupe en gagnera un. Si vous permettez, moi je suis tout ça avec une boîte de pop-corn bien calée dans mon canapé. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, l'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance du Conseil municipal. Bonne soirée, bon week-end et au 30.